Pour débuter la 3e saison de Tokyo Radio, j'ai le grand plaisir de recevoir Emma Pic. Emma est une photographe de mode, une artiste visuelle. On était bien dans le studio de la Gaîté Lyrique et en fait, on n'avait pas envie de couper le micro. Alors l'émission est un peu longue. Je vous souhaite une très belle écoute. On va quand même faire les présentations. Avec plaisir. Donc, chers amis auditeurs, nous sommes avec Emma Pic, avec vous, au micro de Tokyo Radio, et on rigole bien en fait, hein, malgré le chaos ambiant. On rigole bien et tant mieux. Et moi, je suis super ravi que Emma soit là. Alors, en fait, l'histoire avec Emma, c'est qu'on s'était déjà rencontrés pour la première rencontre photographique de réflexivité, ici aussi, à la Gaîté Lyrique. Et c'était chouette. Oui, c'était émouvant. C'était très, très chouette. On était un drôle d'échantillonnage de la photographie ce soir-là. C'était chouette. Oui, oui. Oui, que des mutants. Je me disais, je suis dans quel type de mutant? C'est vrai qu'on avait une belle brochette. Ouais. Ouais. Et c'était très intéressant parce que du coup, au lieu de se comparer, vu qu'on venait d'univers très différents et de photos très différentes, mais tout autant puissantes, au début, je me disais, tiens, je vais peut-être faire un lien avec un tel. Et puis très vite, je me suis dit, non, en fait, là, il faut sauter dans la piscine. Même si t'as pas de maillot, tu y vas et tu racontes ton histoire. Parce que... Un maillot, ça sert pas à grand-chose. C'est plus agréable sans, on est tous d'accord. Mais non, c'était très, très sympa. Puis j'avais eu des surprises dans le public, des amis qui étaient passés. Ça m'avait ému très, très fortement. Ouais. Mais absolument, ouais, ils étaient là. Ouais. Enfin, quelques-uns étaient là. Ouais. C'était vraiment bien qu'ils soient là. Des amis que tu photographies? Oui, j'avais un ami que j'avais photographié très récemment et que je connais pas plus que ça, mais je lui avais dit comme ça que je passais ce soir-là et il m'a fait la surprise de venir. Et une amie styliste, et il y avait un petit gang très sympathique. C'était chouette de sentir aussi les gens intéressés sur le sujet de la photographie et qui sont pas forcément photographes. C'était touchant et on réalise qu'on est moins seul et qu'en fait on est quand même porté. Enfin, moi je le sens beaucoup ça. Je parlais de l'esprit d'équipe, d'aimer être ensemble, mais c'est pas que les gens sur le set, c'est aussi ça fait un lien hyper fort avec tous les gens qu'on photographie. C'est comme un petit secret, comme si on avait vécu un voyage intersidéral de quelques heures. Et c'est très intime, en fait, je trouve. Même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a énormément de monde. Au contraire, plus il y a de monde, plus on essaye de faire le vide, et du coup, on est complètement avec la personne... et tu te mets dans une bulle, t'es dans une bulle. T'es dans une bulle, t'es un peu en transe. Ça aussi, c'est addictif. Et la photographie, ça fait combien de temps la photographie de mode ou est-ce que tu es dans la mode depuis le début? Non, j'ai commencé à faire un peu d'autoportrait jeune et de photos de famille quand on me laissait les faire. Mais quand on te laissait les faire? Oui, parce que mon père était le photographe officiel de notre famille. Et les séances étaient rock'n'roll, mais pas dans le sens sympathique. Les séances étaient hardcore. Ah oui? Oui, j'avais un papa très bon photographe, un peu un sniper, c'est un pilote de chasse, tu vois. Il avait l'œil aiguisé. Il était technique aussi. Et il maniait très bien son Canon AE1 à l'époque. Et il nous documentait notre vie de famille dans tous les moments sympathiques, soi-disant. De balade au bord de la plage. Je suis née en Bretagne, donc c'était des beaux décors et tout ça. Puis après, on a vécu dans les îles. J'ai vécu en Polynésie. Donc c'était une raison supplémentaire que de continuer l'album familial. Et voilà. Mais les séances étaient très douloureuses parce qu'il était extrêmement autoritaire. Et il nous criait dessus, mais... comme s'il avait le pire DA derrière lui pour faire la campagne de je sais pas quoi. C'était avant Instagram, hein, donc à l'époque c'était surréaliste parce que la personne en charge de l'appareil photo c'était un peu un dieu, c'était celui qui savait, on voyait rien de ce qu'il faisait, donc on lui faisait confiance, il fallait être soumise un peu. Et souvent, limite, ma sœur et moi on pleurait et on séchait nos larmes et on faisait un grand sourire et paf, il prenait cette photo. Puis après je la retrouvais dans l'escalier pour monter aux étages de la maison. Des photos où on avait des grands sourires. Et moi, je regardais ces images en me disant, mais my God. C'est pas mon souvenir. C'est pas mon souvenir. Et il m'avait sorti un tirage énorme un jour d'une photo de moi avec des couettes,
blanche comme Blanche-Neige, parce que je venais de vomir pendant 20 minutes. En fait, on descendait de ski, voilà, la montagne. J'avais demandé gentiment à mon père d'arrêter la voiture et il n'avait pas trouvé, soi-disant, de place possible. Mais il avait surtout pas envie de freiner. Et au moment où on a trouvé un jardin d'enfants pour se garer, évidemment, j'ai été malade. Et juste après, je me suis un peu aérée en faisant la balançoire avec ma sœur. On avait les couettes et là, paf, gros portrait. Et ils ont trouvé cette photo géniale. Évidemment, j'étais blanche, c'était assez joli, avec des cheveux noirs très longs en couette. Et ça, je l'avais dans notre salon. Et avec la neige, il y avait la neige. Il n'y avait pas la neige, Ouais, il y avait du ciel bleu, juste ma tête là. Et un grand smile, parce que j'avais pas une enfance malheureuse non plus. Hein. Mais je savais qu'il fallait sourire sur les photos. Non, non, parce que sinon, il faudra que tu nous expliques quand même comment tu as été malheureuse en Polynésie. Non, en Polynésie, j'étais la plus heureuse du monde. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'un jour, mon papa m'a donné l'appareil en me disant « Tiens, si tu veux, t'en prends une. » Mais là, c'était le grand moment. Là. Ah bah là, je me suis dit, là, j'ai tout gagné, là. C'est mon moment. Ah oui. Et j'ai fait un cadrage spécial. J'ai coupé la tête de mes parents. J'ai mis ma sœur au centre avec le chien à côté. Et ma mère a accroché cette photo dans l'album de famille en disant « Emma sera sûrement photographe. Elle a déjà son point de vue. » Et je pense que j'ai vu cette phrase souvent parce que nous, on feuilletait souvent nos albums. Bon, ça, il faut savoir que les albums se sont arrêtés au moment de l'appareil dentaire qui ruinait les sourires. Donc à 14-15 ans, quand on a commencé à être un peu rebelle, ils ont arrêté de nous photographier. Mais du coup, on regardait souvent les anciens. Et cette phrase, je la voyais souvent et je me marrais en disant « Peut-être, on verra ». Alors, toi, tu avais quel âge lorsqu'il t'a transmis son appareil? J'avais 7 ans. Ouais. Ah, c'est très jeune. Hein. Ah oui. Mais je suis un peu tombée dans la photo de famille. J'avais 2 oncles photographes. Un que j'ai assisté quand j'avais 16 et 17, qui faisait des campagnes de mode sur la plage, en Corse. Il avait des gros studios à Bandol. Ça s'appelait Image. Et il shootait au Hasselblad. Enfin, c'était un vrai taf. Et j'ai bien aimé, mais je le trouvais un peu dur avec les filles. Et je trouvais qu'il les déguisait, il les maquillait trop. Enfin, j'avais déjà mon regard sur le backstage du sujet. Quoi. C'est lui qui photographiait et maquillait? Non, il avait une vraie équipe. D'accord. Mais souvent, je trouvais que c'était un petit peu trop classique. Enfin, j'avais une autre vision de la femme déjà en tête. Voilà. Et après, j'ai fait des études de lettres, philo, tout ça. La photo, c'était un passe-temps. Et je pensais pas en faire mon métier. Et puis, j'ai fait du théâtre. Et j'ai commencé à faire des portraits de mes amis comédiens qui étaient en galère. Et ça m'a pris. Et ça m'a pris parce que j'étais plus... Enfin, entre-temps, j'ai fait du studio, enfin, du labo, enfin, j'adorais ça, quoi. Mais j'étais pas dans la mode, dans ma tête. C'était plus du portrait. Après, j'étais fan de musique, donc j'ai commencé des photos de groupes de musique. Et de fil en aiguille, tout le monde me demandait souvent de shooter. Et je me suis préparée à faire ça de plus en plus. Et ton premier cachet, entre guillemets? C'était assez... le vrai grand qui m'a lancé, c'était... tu vas rigoler. Un label de musique qui avait vu mes images, etc. Et qui me dit, voilà, on t'appelle Emma, on a une mission pour toi. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on a un problème, on a un chanteur, ça fait 2 fois qu'il nous fait revenir des photographes. Un qui s'est pris une pomme dans la tête et l'autre, il n'a pas voulu shooter. On espère qu'avec toi, ça va mieux se passer. Donc, j'avoue que j'ai été introduite dans ce truc parce que je pense parce que j'étais une fille, avec un peu... j'étais jeune, enfin, voilà. Et je me suis retrouvée dans le train en direction de Sainte-Marie-aux-Mines pour retrouver Jacques Higelin. Sainte-Marie-aux-Mines. Pour retrouver Rodolphe Burger et Jacques Higelin en enregistrement. Ah oui, voilà, de l'album Coup de foudre. Et Jacques était dans une période de création, il enregistrait, et il n'était pas trop d'humeur à se faire photographier par un mec pas sympa. Et je suis arrivée, je devais y rester quelques jours, et j'avais aussi la pochette de l'album à faire, plus un reportage vidéo. C'était un super projet, ça. Ouais. Et génial, hein. Ben ouais, c'était génial. Et j'ai gardé. Donc, tu as fait la pochette de voilà. Higelin. Ouais. Mais waouh! Non, c'était génial. Et ce qui est génial, c'était notre relation. Je suis arrivée, j'ai su qu'il ne voulait pas être photographié. J'ai rencontré l'équipe. Il était avec des gens fantastiques. Ils étaient attablés à une table de ferme. C'était dans une grosse ferme qui était transformée en studio. Il lisait le journal, il buvait du rouge. Enfin, voilà. Et j'ai participé à
ça faisait un peu... C'était un peu biblique. On aurait dit un peu Jésus au bout de la table avec le vin rouge et les apôtres. Enfin, c'était un peu une scène comme ça. Et j'ai décidé de pas du tout sortir mon appareil photo, de boire du rouge avec eux et... De profiter Voilà. du moment. Et c'est surtout qu'il s'est vexé au bout d'un moment. Il dit, bah alors, tu veux pas me photographier? Et en fait, je pense que ça me ressemble pas mal parce que j'attends presque. Et tu le savais, ça. Je savais qu'il fallait qu'il ait envie. Je l'ai vu se coiffer 50 000 fois devant moi. Au bout d'un moment, je me suis dit, je sais qu'il veut que je prenne mon métier. Et moi, je me servais du rouge. Voilà, à la fin, on est devenus super, super amis. Enfin, en fait, Jacques, j'ai fait après 3 pochettes quand même. Il m'appelait sa photographe. C'est vraiment lui qui m'a fait me sentir, oui, légitime un peu. Pro, hein. Voilà. Et puis c'était mon premier gros cachet avec une grosse maison de disques. Tout le monde me disait comment t'as fait et tout. J'étais trop contente. Et je l'ai fait à la manière un peu punk et c'est ce qu'il voulait. C'est-à-dire que la pochette, c'était une photo assez folle. Parce que dès qu'il se mettait à poser, il posait trop. Et comme il était assez âgé, et il était vite mal à l'aise, ça bloquait, il se trouvait pas beau. Enfin, c'était un peu terrible. Et il fallait vraiment que que ce soit du doc. Donc, dès que je le voyais fumer une clope dehors, j'allais lui parler. Et à un moment, il était tellement beau, parce il avait vraiment des moments de Rimbaud. Il était beau, je trouve. Il y a eu un coucher de soleil. En tout cas, la lumière baissait. Et je me suis dit, oh là 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 là, je vais jamais y arriver. J'étais que au film. Et j'ai vu le manager arriver avec la vieille caisse dans le jardin. Et je lui ai fait signe d'avancer et de laisser les phares allumés. Et c'est ça qui m'a permis de la voir un peu éclairée. Et j'étais en noir et blanc. Et sur la photo, il est... Limite, il me charme. Enfin, il est posé, il fume sa clope. Il sait que ce sera jamais une pochette parce qu'il est débraillé, il est machin. Et en fait, ça a été la pochette. Et ils ont transformé la cigarette il y avait Charles Berberian, le dessinateur, qui était là. Il en a fait un petit jouet. Parce qu'on n'avait pas le droit de mettre une clope sur la pochette, mais nous, on sait. Mais c'était ma première belle mission. Ouais. Et j'étais encore à la limite là des beaux contrats de musique. Enfin, j'ai vu l'industrie décliner très vite après. Oui. Elle est magnifique, ton histoire avec Schner. Ah, mais quand vraiment, j'ai eu l'impression que c'était une sorte de grand-père artistique, c'était une sorte de mentor. Donc, t'es un peu la fille du coupeur de joint, non? Un peu. Mais vraiment, j'ai adoré fréquenter cet homme. En plus, au moment où on s'est rencontrés, c'était quand même un grand dragueur. Et je pense qu'il était, ça y est, il était assez âgé pour qu'on puisse avoir une relation un peu saine. Et il m'a beaucoup transmis. Il m'a écrit 2 chansons sur la photo. Et je sais c'était vraiment chouette. En fait, il comparait les mots à la lumière et il voyait qu'on avait un œil un peu aiguisé. Enfin, il a fait de beaux parallèles. Et en même temps, il parlait de la cruauté de l'image d'un homme vieillissant. Enfin, c'était profond. Enfin, il m'a énormément touchée. Et ce sont des chansons qu'on peut retrouver? Je pense que oui. Alors dans Coup de foudre, il y a déjà, il s'est inspiré. Il y a déjà des choses, et dans le suivant aussi. Ouais. Ça, je pourrais te donner les titres. J'ai pas trop écouté. En fait, j'ai vu je le sais. Enfin, il les a écrits, il me les a montrés, mais j'ai pas trop écouté. C'est limite trop. Ouais. C'est trop vrai. tôt encore. Ouais. Mais même quand la chanson de la cigarette, je me retrouve dedans, même si c'était pas du tout pour moi. Je sais qu'on est liés, quoi. Tant mieux s'il a eu un peu d'inspiration. Mais... T'as travaillé pour d'autres artistes après? Oui. Un truc étrange que j'ai fait aussi, c'est avant de travailler dans la maison de disques, j'avais le rêve de bosser avec Bachung. Et... Mon idole. Voilà. Et quand il est mort, je me suis dit, voilà, trop tard. Et bien, figure-toi qu'on m'a appelé pas longtemps après en me disant, voilà, on prépare C'était le graphiste Jérôme Witz d'une boîte qui s'appelle Elements. Il avait fait beaucoup de pochettes de Bachung. Et là, il faisait un gros coffret de toute la discographie de Bachung. Et ils inséraient un livre à l'intérieur. Et il m'a demandé que ce soit mes images. Et il fallait demander à la femme de Bachung si elle acceptait. Et donc, c'était des images perso, figure-toi. Pas du tout de mode. De l'époque où j'arpentais les camps de gitans pour le plaisir.
Et j'avais fait des images un peu gitanes, c'est-à-dire floues, C'est extrêmement bougées. photogénique. Ben oui, et puis c'est comme ça que c'est pas un entraînement parce que c'était à vivre, c'était très puissant, mais c'était quand même, oui, me mettre dans le bain. C'est comme, oui, décider de faire un Vendée Globe quand on est navigateur. C'était quand j'allais dans un camp, je me disais, bon, allez, là, on fait pas semblant, on va voir. D'ailleurs, ouais, j'ai jamais sorti ces images. Ah, en dehors de ce bouquin, c'est-à-dire que j'ai envoyé à Jérôme une vingtaine d'images. Lui, il a dessiné, il a fait des petits traits de peinture bleue parce que c'était que des images noir et blanc. Et puis ça en a fait un très beau bouquin, enfin, de, je sais pas, 25 pages, mais joli, gros, quoi. Enfin, C'est un truc de fou. Hein. ouais, un truc de fou. Et donc Il n'a jamais ressorti ces images. Non, mais moi je suis J'ai envie de les voir. catastrophe. Je suis une catastrophe. En Le vrai, book, là, on le trouve plus, du coup. non, mais moi je l'ai l'objet, le livre, je l'ai. Je suis sûre que Jérôme il l'a mis en ligne sur son super site. Lui, il référence tout très bien, comme un graphiste qui se respecte. Il donnera les rêves. Avec plaisir. Et mais je me suis retrouvée à dîner avec la femme de Bachung et toute une clique de joyeux lurons un soir enfin pour fêter la sortie. Et c'était un vrai cadeau que de faire partie de cette tablée. Ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Et je me suis dit, c'est drôle parce que je l'ai jamais croisé, mais pareil, quand j'ai croisé Mondino, je pensais qu'à Bachung. C'est étrange, je regardais pas Mondino vraiment. Je me disais, ah, il a vu Bachung. J'étais vraiment, ouais, j'aurais bien aimé le croiser. Ouais. Mais il y a peu de gens comme ça que j'ai vraiment envie de photographier. Si, un que je n'ai jamais photographié et qui est vivant, c'est oui, c'est Tom York de Radiohead. Wow. Ouais, lui, ce serait vraiment, si un jour on me demande de le shooter, j'annule tout ce qui existe sur mon planning abstrait et j'ouvre les vannes. Là. Et j'adorerais. Pourquoi Pour le personnage, pour sa oui. musique Mais parce qu'une fois que j'ai photographié quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir partagé quelque chose de... Au niveau des ondes, je ne sais pas comment expliquer, j'ai l'impression qu'il y a un échange de fluide. Je suis sûre que même si je le photographiais 3 minutes, j'aurais une bribe de ressenti de qui est cette personne. Un petit peu. Un petit peu. Et rien que pour ça... Alors évidemment, là, via la musique, mais... Tu nous en dises un peu plus. Hein. Ouais. Mais j'ai vraiment cette sensation... On va quand même envoyer le message à Tom York. Ah ben avec plaisir. Si jamais il vous écoute. Avec plaisir. Et ça se trouve, la photo, elle sera noire. Parce que j'ai aussi pas du tout une envie de le mettre au microscope. Ou alors, ce serait un gros plan d'un œil, parce qu'il a un œil un peu fermé, et ça, je trouve ça génial. Tu l'as bien observé déjà. Oui, ou même je le ressens. En fait, c'est marrant, je me disais l'autre jour, je regarde pas trop les gens. Si, quand j'ai le nez dans le boîtier, je regarde à fond. Mais sinon, quand je les côtoie, je les ressens plus que je les regarde. Vraiment. Et voilà. Et parfois, je les écoute pas trop non plus. Mais c'est marrant, il y a des moments où je rencontre quelqu'un, il a pas trop le temps de me parler, je l'ai pas trop regardé, et je sais que ça va être une grande copine. C'est comme un peu les coups de foudre. Parfois, un coup de foudre, on sent qu'il va se passer quelque chose. On a vu la personne que de 3/4 d'eau, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'espace. On sait que c'est une date décisive ou qu'il y a eu un avant et un après. Mais moi, je le vis en amitié aussi, avec des filles. Et parfois, ça me fait ça où je me marre toute seule parce que je me dis vraiment, là, c'est la même alchimie que l'amour, mais version amicale. Et voilà. Et je trouve c'est de l'instinct animal, ça. Très. J'avoue que je pense que j'ai un côté un peu primitif que j'ai dû récupérer de Tahiti, d'ailleurs. Je le sais, ouais. Je pense que j'ai été mise presque nue sur une plage pendant 2 ans avec un soleil de fou et une moiteur et des parfums de fou. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir fait une éponge de ça, de m'être remplie, mais tellement remplie que ça m'a fait tenir après 10 ans en Auvergne, 15 ans de dèche à Paris, enfin tu vois, tellement remplie que même pas peur, quoi. Tu l'as toujours avec toi? Je l'ai toujours avec moi. Parfois, je le sens un peu loin. Je me dis, et c'est con, mais tu sais ce que je fais pour me remettre? Je me prends un bain chaud. Et ça, c'est la méthode où
hammam, j'ai pas trop le temps et pas forcément le budget dans ma tête pour ce genre de choses, même si c'est très agréable. Mais si je me remets pleine de chaleur, je me remets dans cette... Avec une gousse de vanille dans le bain? Pas T'as forcément, essayé? pas forcément. Oh, j'ai essayé de plein de trucs dans le bain. La vanille, pas trop. C'est trop cher aujourd'hui, la vanille. C'est du luxe. C'est vrai que c'est de plus en plus cher, la Ah, vanille. le prix au kilo, je crois que c'est plus cher que le foie gras. Oui, non, c'est Plus cher que le... Très, très cher. Même pas le foie gras, c'est pas ça que je voulais dire, c'est le caviar. Je crois que la vanille est plus chère que le caviar. Où va-t-on-nous? Mais voilà. Mais oui. Aux essentiels. Mais c'était un truc c'est primitif aussi. Tu as raison. C'est aussi le retourner dans le ventre de sa mère. Hein. Un truc de chaleur mais c'est vrai que la photo. Est-ce que tu as envie de t'expliquer tout ça? Ou c'est pas important? Je me l'explique de temps en temps parce que par bribes. J'y vais pas assez loin, j'ai pas envie de lire des théories sur tout ça parce que on peut pas tout faire dans la vie. Je suis aussi maman et tout, j'essaye d'aller de l'avant quand même et pas trop me regarder le nombril. Mais c'est tellement fort en moi que c'est comme intégrer et accepter entre guillemets. C'est-à-dire que un jour on m'expliquera peut-être pourquoi, mais je m'en fiche un peu. Je sais que ça fait partie de mon soleil intérieur. Enfin Mais quand t'es jeune, tu crois que tout le monde est comme toi. Enfin, moi, j'avais cette sensation qu'on était tous pareils. Et c'est avec l'expérience que je me suis dit, ben non, en fait, tout ce que j'ai traversé, ce chaud, ce froid, ce machin, c'est un moment de dureté dans ma jeunesse, machin. En fait, ça te façonne. C'est comme une pierre qu'on va modeler, quoi. Et on est tous différents. Et du coup, ça m'a ouvert aussi le champ d'aller voir tout plein de gens. Après, mon histoire, c'est mon histoire, mais si au moins ça peut... En fait, ce qui est génial, c'est que il y a des résonances chez les autres à différents égards. Quand on a une vie un peu... moi, je la considère assez chargée, peut-être parce que j'étais super sensible, tout simplement. Les gens, ils disent ça maintenant. et c'est réglé en un mot. L'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Mais quand tu vis dans cette façon d'être, du coup, tu as une porte qui s'ouvre chez tout le monde. Et quand je fais un portrait, si on doit revenir à la photo, je cherche, entre guillemets, notre porte commune. Et on la partage pendant un temps. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'intime, parce qu'ils sentent bien qu'on ne peut pas faire semblant. Enfin, je pense que dans quelques années, on découvrira des choses d'énergie qu'on considère pas du tout comme sérieuses aujourd'hui. Vraiment, enfin, je suis persuadée. Moi, Et peut-être même dont on n'a pas conscience. Voilà. Aujourd'hui. Oui. Après, je crois beaucoup. Ça. Oui. Et après, l'hypersensibilité, c'est un fardeau. Pas un fléau, c'est un fardeau pour quelqu'un de jeune qui ne sait pas ce qui lui arrive. Mais c'est aussi une chance. C'est comme tous ces trucs un peu marginaux, quoi. Enfin, en vrai, si on l'accepte, après, c'est une chance. Enfin, moi, je le vois comme une chance. Par contre, je peux pas voir tous les films, tu vois. Les films au cinéma, je peux pas tous les voir. Même s'ils sont super. Je suis tellement dedans que mon cœur peut lâcher sur certaines images. Je suis à ce point-là quand même. Et effectivement, c'est Ouais. le cas des hypersensibles. Ouais. Je crois que j'en fais partie aussi. Ouais. Et par exemple, quand je lis un bouquin qui m'emmène, je ne sais où, mais ailleurs en tout cas, et que je le lis dans une traite, je ne peux pas relire un livre avant 6 mois. Ouais. Ben, je comprends. Impossible. On est dedans. Je suis faut dedans. digérer. Faut Oui. digérer. Ça prend du temps. Et pareil pour le cinéma. Ouais. Et de ce fait, ça crée une sorte d'exigence aussi. Oui, exactement. Si on ne peut pas revenir en dessous Exactement. de ce qu'on a vécu. Et Ouais. Mais c'est une chance. C'est réellement une chance. Je pense. Oui, oui. Et je pense que c'est une question aussi d'éducation. Et là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à changer pour les enfants. Parce qu'en fait, on nous apprend tout sauf ça. Hein. On nous apprend à nous blinder, à être structurés. Enfin, je trouve, là j'ai une petite fille de 8 ans, je suis en train de voir le programme. On nous apprend à être structurés, qu'on n'a pas envie d'être structurés. Voilà. Mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui réfléchissent dans le bon sens en ce moment. Et j'ai espoir pour
Ou au moins, il y aura... Oui, j'ai plutôt de l'espoir, malgré tout. Alors, chers amis auditeurs, j'espère que vous êtes toujours là. Hein. On les a peut-être perdus. On est bien. Hein. Et on passe un très bon moment. Moi, je ne reviens pas de tes histoires. Hein. Là, tu m'as achevé. Littéralement achevé. Higelin, c'est toute ma jeunesse. Bachung aussi. Et c'est vraiment... c'est incroyable. J'espère vraiment de tout cœur que tu pourras rencontrer Ah, c'est gentil. Radiohead Ah, c'est gentil. et réaliser ton rêve. Non, mais j'aimerais même lui shooter les phalanges. Hein. Ça me ferait plaisir. Voilà, on attendra de voir ce qu'il accepte d'offrir à l'appareil. Mais je travaille... Est-ce que tu fais quelque chose pour y arriver, en fait? Ou tu te dis, non, j'ai une bonne étoile et ça viendra. Et si ça vient pas, eh bien, c'est pas grave. Alors, c'est chaotique. Il y a des périodes, mais alors j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme ça. Des périodes de bonne résolution où d'un coup, allez, on fait le ménage comme il faut. Au lieu de ranger le petit pull qui déborde, on vide toute l'armoire et on replie tout. Et ça y est, à partir de ce top, tout va bien. Et là, on se refait un site internet. Une forme de normalité. Voilà. Et là, on se dit, non, mais avec tout ça, tiens, profitons de ce temps libre pour... En fait, j'aime pas trop baisser les bras, ça c'est sûr. Donc, dès que je sens qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre de temps libre, ce qui est hyper angoissant quand tu es indépendant. Mais pour ça... c'est à la fois hyper angoissant et tellement vibrant quand tu as des jobs qui s'enchaînent comme ça, comme par magie, on t'appelle, on te rappelle, t'as l'impression qu'il y a des... c'est un encéphalogramme qui est tout sauf plat et j'ai des moments où je traverse la rue où j'ai l'impression que j'ai gagné au loto et le lendemain, tu me vois traverser, on dirait que j'ai tout le poids du monde sur les épaules. Donc c'est que t'as pas gagné au loto. Voilà, c'est très dur de vivre avec quelqu'un de sensible et qui est indépendant. Moi, je les appelle les chasseurs de brèches. Voilà. Mais donc, il m'arrive de me dire, allez, là maintenant, on arrête de déconner, on travaille, on s'organise, on va voir les gens qu'il faut voir et tout ça. Mais ça dure 8 jours, et puis après, on m'appelle pour un job, je me dis, bon, bah, je mets en stand-by le site, ça va, là, ça bosse de toute façon, et puis c'est reparti. Et ça fait 20 ans. Donc, mais je commence à... Et entre chaque commande, t'as besoin de temps aussi pour il y a des moments... vraiment rien faire, procrastiner même. Alors, ça a été très difficile au début de lâcher le regard, de passer du temps off, en détente, sans avoir un boîtier à portée de main. Ça, j'en étais incapable jusqu'à ce que je sois maman. À partir du moment où j'ai eu une famille, là, j'ai posé l'appareil assez vite en me disant que là, il n'y avait pas de miroir, d'objectif entre ma fille et moi, et que là, ça allait être du temps vécu, touché, chanté. Voilà. Très primitif. Là, je me suis refermée en louve et c'était un tel bonheur de partage que la photo m'a pas manqué. Et puis, j'avais tellement... Et puis, c'est tellement... J'avais pas envie... trop d'immortaliser cette période, aussi pour la laisser sereine, et je voulais pas faire d'erreur. Je voulais pas qu'elle m'en veuille un jour de l'avoir mis en poster, je ne sais. Même s'il y a des images d'enfants que j'adore. Dans les escaliers. Voilà. Mais... avec un grand sourire. Ouais. Mais en fait, ma fille, je vous jure, je crois qu'elle avait 3 semaines, j'ai mis sur le lit en me disant, allez, je vais faire quand même quelques photos, quand même. Et je vous jure qu'elle s'est mise à poser. Un bébé qui ne bougeait pas. Elle était au stade où elle rampait. Et je l'ai vue prendre des poses où elle était assez mimi. J'ai posé l'appareil, j'ai rigolé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle s'est déjà posée, mais c'est pas possible. Et c'était tout ce que je voulais pas. Donc j'ai arrêté et elle m'a bien eu. Maintenant, elle, je pense que, elle a un super rapport à l'image, elle est hyper consciente. Elle a 8 ans. Parfois, elle vient sur les shoots, elle adore ça. Et maintenant, elle est en mode DA. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses, Elle te drive. Ouais. Et en même temps, je pense que dans les 15 ans qui vont arriver, elle va peut-être un petit peu m'épauler de temps en temps. Elle me donne des idées.
Enfin, la jeunesse, on parlait de stagiaire, là, je pense que j'arrive au stade où il va falloir que la jeunesse aussi me nourrisse. Et j'en ai besoin. Même si parfois je suis choquée comme une grand-mère, mais en même temps, il y a toujours un truc à... Et ça fait du bien. Et ça fait beaucoup de bien. Et puis, et puis ils ont cette énergie que nous, parfois, il est vrai qu'au bout d'un moment, on s'essouffle. Il y a un petit peu de... Mais ça dure pas longtemps. Mais en tout cas, ils te redonnent la patate et c'est cool. Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai quand même hyper mal vécu la transition digitale au début. Et je deviens de plus en plus attachée à mon mamie RZ, là, mon gros bébé. J'ai l'impression que quand je mets la tête dedans, je suis sur une autre planète. Mais vraiment. Et que quand on me demande de shooter de manière classique, actuelle, pour la mode en digital, j'ai l'impression d'être au rez-de-chaussée de l'immeuble. Alors qu'avec le Mamiya, je suis au dernier étage et j'ai la vue panoramique. Enfin, vraiment. Donc, aujourd'hui, j'arrive quand même à imposer ça. T'arrives à l'imposer? Ouais, dans la mode. C'est incroyable. Incroyable. Et là, en ce moment, je tombe des nues. Ah ouais, oui. Des marques, tu n'imaginerais même pas. Ou quand ils me disent, non, mais on voudrait cette pâte un peu arty, gna gna gna. Je leur dis, bah, si vous voulez ma pâte, c'est analogue, sinon vous aurez une photo. Une photo. Ouais. Mais après, je vois... Mais tu as raison, il faut imposer aussi. Hein. En fait, je pense que j'ai été un petit peu trop polissée dans mes débuts de photographe. Déjà, être une fille qui shoot, c'était déjà une rébellion. Si en plus j'avais dit non, mais je veux pas de fond vert, je veux un fond rose, on veut des tout... Enfin, j'osais pas trop en demander trop. J'ai jamais été une enfant gâtée et je pense j'ai été une enfant bien dressée et je pense que ça s'est ressenti au début. Parfois, je regrette un peu de pas avoir été un peu plus... Mais je suis contente d'être gentille, en vrai. Avec le recul, une grand-mère sympa, c'est quand même mieux qu'une... Une grand-mère sympa. Non, mais je veux dire... Comment tu vas? Je vois Non, mais les personnes âgées, on voit tout de suite ceux qui se prennent pas la tête et ceux qui ont le melon. Et franchement, un vieux qui a le melon, il finit mal. Hein. Enfin, j'aime pas. Tu sais, t'as des gens qui ont le melon, c'est bien. Oui, mais... Ouais. Mais j'aime bien aussi ce côté un peu... Enfin, de toute façon, j'arriverai pas à me changer, hein, franchement. De toute façon, c'est pas à l'ordre du jour. Non. Et par contre, comme tu le disais très bien sur l'exigence qu'on a à regarder tel film ou à prendre le temps de lire ce livre, là, maintenant que je shoote plus, j'ai une exigence de DA, de qualité, ou si je vois que ça part pas dans la direction que où je me sens capable d'aller pour un résultat optimal, je bloque. Alors qu'il y a 10 ans, je me serais dit, oh là là, ça va être dur, mais bon. Là, maintenant, je back up. J'ai envie que tout le monde se pose à l'heure prévue avec les images qu'il faut, quoi. Enfin... Est-ce que tu penses que c'est un signe de changement de la mode aussi, finalement, qui a aussi envie de s'adresser à une génération qui, elle aussi, revient à l'analogue? Complètement. En fait, je pense que là, maintenant, il y a des... Avant, c'était une sorte de mix and match, de méli-mélo, je sais pas comment on dit, de... Alors, on fait la campagne, mais on a besoin de photos, on voit bien les vêtements. Enfin, un gloubi-boulga. Un blougi-blouga, ou comme ça. assez pas forcément très digeste, où on savait plus... on donnait presque plus de forme à des photos fond blanc avec des vêtements que les 3 photos de campagne, entre guillemets, incarnées. Maintenant, ils ont un peu sectorisé tout ça. Donc, il y a un photographe qui va faire le truc très commercial et les marques maintenant développent une vraie image, beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Enfin, une image beaucoup plus où c'est pas grave si on voit pas trop le vêtement, avec une intention de décor, de ressenti, d'émotion, enfin, et puis une projection de qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait, et tout ça, plus un film, vidéo souvent, etc. Et donc là, on arrive dans un truc beaucoup plus cinématographique et très intéressant à faire. Parce qu'ils, justement, grâce au digital, ils nous disent, vous inquiétez pas, les fringues, on les a shootées avant, la semaine précédente, maintenant on est tranquille, on veut du résultat, on veut... Alors moi, j'ai compris ce qu'ils... Enfin, je leur ai dit, vous voulez un peu d'âme. En fait, pour moi, c'est ça. Et ils m'ont dit, bah, exactement. Je leur ai dit, bah, alors si vous voulez de l'âme,
obligé qu'on shoote au film. Enfin, après, la génération va me dire, il y a des presets super maintenant sur ceci, cela. Alors, sûrement, mais se faire une campagne avec 10 poses dans la bobine et tu fais que 3 bobines, rien que le modèle est déjà beaucoup plus engagé. On shoot ensemble, on travaille ensemble. Je ne vole pas trop d'images. Ça change tout. Ça change tout. On ne peut pas donner une émotion forte pendant 175 clichés, que quand ils shootent en rafale, tout ça. Ok, tu as sûrement une très belle image avec peut-être un mouvement intéressant, mais tu n'auras pas vraiment d'âme, enfin, à mon point de vue. Hein. Donc là, je suis contente parce que du coup, la mode commence à comprendre vraiment... Est-ce qu'on peut citer une marque, par exemple? Par exemple, Zara. Ils sont quand même fat. Hein. Enfin, eh bien, là, en ce moment, ils shootent avec les plus gros photographes. Enfin, c'est un truc de fou. Paolo Roversi, etc. Et ils se font 5-6 images avec... Moi, j'ai eu la chance de shooter pour eux, mais même dans des situations assez marrantes, où ils me disent, tu fais ta popote, tu seras dehors avec les personnages, on te laisse un grand bus de la lumière des assistants et tu passes une journée à Paris et tu nous fais un Paris by la. Et c'est pas grave si on voit pas trop les fringues. Enfin, c'est génial. Et ça, c'est génial. Rare, et c'est un challenge. Et c'est rare. Et ça s'est su très vite. Et donc maintenant, tout le monde veut shooter pour Zara. La nouvelle égérie de la dernière campagne à Noël, c'est Kate Moss. Ils ont pas peur. Mais en même temps, il fallait qu'ils bossent leur image sérieusement parce ils étaient à la limite un peu de la fabrication des vêtements, etc. Donc, dans le milieu, quand tu dis « Ah, j'ai shooté pour Zara », c'est tout le monde. Je pense que c'est génial. pour prendre aussi un peu le contre-pied à Shine ou d'autres. Ouais. Mais là, je vois que COS les suit sur la même chose. H&M, c'est pareil. Ils commencent à faire de la belle image. Mais c'est aussi qu'il y a de plus en plus de directeurs artistiques qui passent d'une maison à l'autre et parfois, ils viennent de belles maisons et ils essayent de... Mais tu as aussi l'inverse. Hein. Tu as aussi d'autres marques très, très connues, où je trouve qu'ils te demandent tout sauf de l'âme. Où tu fais une planche, sur la planche, il y a plein de photos, il se passe un truc, et il y a une photo, il se passe rien, ils vont choisir celle où il se passe rien. Et là moi, j'étais choquée. Surtout quand tu sais quelle marque. C'est les plus grosses. Et là, tu te dis, bon, en fait, on est dans une société de merde. On y revient. C'est vrai, mais en même si temps, tu dis que c'est dans les plus grosses, c'est dans les grands groupes, à 4 Oui. lettres, des choses comme ça. Quoi. Oui. D'accord, on voit. D'ailleurs... C'est con, quand même. Quel gâchis. Oui. Quel gâchis. Mais après, je pense que C'est c'est des elle qui devrait cycles. montrer l'exemple. Mais oui, mais après, ce sont des cycles. Là, ils sont en train de se faire griller par des marques subalternes qui font une belle image. Et celle qui aurait dû être le haut du pavé, quoi, montrer ce qu'est... Puis même, c'est... Donc ça crée du froid, en fait. Oui. C'est froid. Ah, super froid. Mais froid, quoi. Voilà, mais... On est loin du bain chaud et de la chaleur de Tahiti. Complètement. Oui. Mais la photo, je le vis un peu comme... j'ai fait de la voile cet été pour la première fois de ma vie et je me suis sentie dans mes petits souliers. Ça m'étonne pas. Je vois un peu comme une histoire parallèle, j'avoue. Donc, au final, on a tous la barbe, un peu. Enfin, je veux dire, il y a un côté roots en photo, même quand tu fais de la mode. Les photographes de mode... t'en as des très élégants, etc. Mais pour moi, c'est une autre... Enfin, je suis pas trop de ce... Je me sens plus photographe, point. Enfin, Qu'est-ce que tu veux dire par là? je veux dire que je me sens un petit peu photographe de terrain. Soit du terrain humain, mais... En fait, Plus que de studio. Non, j'adore le studio, mais je veux dire que je le vis comme quelque chose d'assez engagé. Voilà. Si je devais faire un exemple, je suis jamais sur trépied. Jamais. Avec mon Mamiya. Oui, d'accord. Je peux être en haut d'une échelle, je peux être sur un... Mais jamais je pose Donc, l'appareil. photographe de studio en mode terrain. Voilà, exactement. Terrain de guerre, même. Souvent, je suis allongée au sol, je roule. Camouflage. Oui, j'ai des genouillères de temps en temps. Où j'ai des super assistants qui me mettent la main pour pas que je tombe dans le ravin derrière moi. Mais voilà, une fois que je suis dans la... T'es accroché au harnais. Oui, une fois que j'ai la tête dans l'objectif, c'est une danse. Combien il pèse, ton Mamiya?
Je sais pas, il faudrait que je le pèse. C'est une bonne. Moi, je dirais 5,5. Ah, quand même, hein. Peut-être c'est trop 5,5. Mais en vrai, il est lourd. Ouais. Surtout que tu fais le point, donc tu restes en tension. D'ailleurs, c'est grâce à ça que je fais des économies. Je fais pas de sport. Pied, c'est costaud, quoi. Ouais. Et surtout quand toute une journée à être accroupi et relevé. C'est un super sport. Je le conseille aux filles. Je fais pas de pilates, je fais du Mamiya. Franchement, venez voir, c'est du béton. Mais ça, j'ai besoin de cet engagement. Et l'engagement physique, je pense qu'aussi, il rassure le modèle. Il voit que je me fais pas chier, je suis à fond. Et ils se disent, bon, bah, si elle fait l'effort, il faut quand même que j'assure un minimum. C'est un truc d'émulation commune, quoi. Ça, j'adore. C'est un team building. Voilà. Voilà. Si après je tombe sur quelqu'un qui est mal à l'aise en photo, je donne tout. C'est-à-dire, je vais faire le clown en plus. Ah ouais? Ah ouais, je fais en sorte qu'il se passe quelque chose dans leur regard, que d'un coup ils soient un peu désarçonnés ou que. Et hop, ça lâche. Et là, je récolte. Tu me diras, en plus, tu fais ça depuis le début. J'avoue. Si on en revient à l'histoire avec Higelin, Ouais. Ouais. Mais j'ai envie de. tu fais preuve d'adaptation au terrain. Exactement. Et puis j'ai envie de retrouver J'ai envie de retrouver un peu que les gens soient ancrés, qu'ils soient confort. J'ai envie que mes modèles ils soient bien, qu'on sente qu'ils soient là. Et en fait, on a vraiment envie d'être modèle pour toi. Ah bah c'est gentil. Mais c'est pas facile d'être modèle. C'est pour ça que vraiment je travaille beaucoup à ce que ce soit un bon moment pour eux. Pour moi, une photo qui a été un mauvais moment, enfin, c'est rarement une photo que je conserve ou qu'on a envie de regarder de nouveau. Comme un film nous traumatise, moi j'ai envie de faire des photos où les gens se disent « Ah, je l'ai pas senti qu'elle faisait un truc qui allait faire que ça allait rendre comme ça. Oh, je suis contente de cette image. » Mais... Alors, récemment, j'ai shooté une jeune femme pas trop modèle à Marseille pour une jeune marque dans un appartement toute la journée, et j'ai senti qu'elle se rendait pas compte de ce qu'on était en train de faire parce qu'elle n'était pas habituée à être photographiée trop. Et je sentais qu'on faisait un truc super chouette. Et là, j'ai vu qu'elle elle commentait sur Instagram, mais mon Dieu, merci. Enfin, et je me dis, c'est chouette parce que. Qui fait à mort le moment, quoi. Ouais, ouais. C'était une très jolie jeune fille qui avait pas trop conscience de sa beauté, ou en tout cas, c'était pas un sujet. Et elle était détente. C'était chouette. Tatouée des pieds à la tête, assez incroyable. Voilà. Mais ouais, ça fait des. Mais j'adore mon métier, j'avoue. Ah, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En plus, c'est un métier qui t'accompagne même dans des moments un peu difficiles. Enfin, c'est un métier tu t'exprimes, donc si il y a des moments où tu fais des macros sur des trucs pas cool, mais tu t'éclates à shooter les poubelles de ton quartier. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ou de temps en temps, ou alors je sais pas, ouais. Mais c'est vrai que dans ma tête, je fais pas que de la mode. Par contre, j'essaye de remplir un peu mon background mode ou portrait dans mes travaux de commande. J'essaye d'insérer un petit peu de ce que j'ai pu ressentir, tu vois, dans mes dernières semaines ou des trucs comme ça. Mais Et tes travaux perso? alors, je m'étais lancée dans un truc un peu de recherche dans mes archives, parce que j'ai essayé justement de trier, classer, ranger. Ce qui est le travail aussi des photographes. Tes archives à toi ou les archives Oui. de famille? Non, là, c'était les miennes. J'avoue, elles sont plus grosses maintenant. J'ai voulu prendre soin des négatifs, tout bien classé, et j'ai récupéré plein de petits prints que je voulais pas acheter, mais que je savais pas où garder. J'ai acheté des grandes boîtes, et là, oh là là, accroche ton cœur quand tu ouvres ces boîtes. Là, t'as toute ta vie qui défile. C'est hallucinant. C'est incroyable, je trouve. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc là, je voulais pas les remettre à la cave sans leur faire un petit peu hommage. Donc je me suis dit que j'allais parce que j'aime beaucoup faire la mise en page, j'aime beaucoup aussi faire du graphisme un peu. J'allais essayer de rentrer dans certaines images et en faire des nouvelles images. Je vais faire du upcycling photographique. C'est hyper tendance. J'en profite. Je vais faire du vintage avec mes anciennes images. Second hand. Ouais, mais j'aime bien l'idée parce que, surtout quand tu es plus jeune dans ton métier ou quoi, tu fais une photo
Et parfois, il n'y a qu'un coin de la photo qui te parle vraiment. Et le reste, c'est parce qu'on t'a demandé de shooter la jupe. Enfin, souvent, ma première phrase de photographe de mode que j'ai subie, c'était « Il faut qu'on voit la jupe, il faut qu'on voit les chaussures. » Et d'un coup, je me retournais décontenancée. Comment ça, il faut qu'on voit les chaussures? J'avais déjà une image en tête et d'un coup, je réalisais que c'était une commande et que je ne pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Mais je pense en replongeant dedans, je vais retrouver des trucs qui me parlent aujourd'hui. Puis maintenant, je suis un peu décomplexée du grain, de ceci, de cela. Même une photo floue, je peux l'assumer. Donc, je vais un peu faire, voilà. Je pense que je vais en faire un fanzine, quelque chose comme ça. Je vais un peu revisiter. C'est une façon aussi de classer et de dire, bon, allez, c'est bon, maintenant, on ferme la boîte et on avance. Mais mes travaux perso, oui. Puis je te parlais du truc de la boucherie, là. Ah oui, mais ça, j'ai hâte de voir. Hein. Ouais. J'ai hâte de le faire aussi. Ouais. Et sinon, en perso que j'ai fait récemment, mais qui était très prétentieux, dans le sens très onéreux, j'ai commencé à faire des gros tirages chez notre cher ami Diamantino, des tirages abstraits. D'accord. Je suis arrivée... Je vois, c'est ça qui te coûte un bras. Ah ouais, je m'en remets à peine. Et en fait... Grand format, comment? En fait, je suis arrivée chez lui, je l'avais croisé quelques années, je m'étais dit, si un jour je fais des tirages d'art, j'irai chez lui, évidemment. Donc, me voilà partie dans ses nouveaux locaux, et je suis arrivée avec des feuilles plastiques emplies de négatifs, pas mal, et je lui ai tendu, et il a regardé, et c'était tout noir. Et là, il m'a re-regardé, et il me dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'avais fait une sélection d'amorces de films, que mes amorces de 35 mm, que des amorces, mais des amorces où il y a eu une petite entrée de lumière, une petite merde. Et il me dit, j'aime beaucoup l'idée. Et je lui dis, j'aimerais bien voir s'il y a un truc à en tirer. C'était quand je faisais mes classeurs. J'ai mis de côté plein d'amorces. Et là où il m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il a tendu un de ses tireurs pour faire une planche contact. Et tu aurais vu la tête du tireur quand il a vu les films. Il a regardé, il m'a regardé, il a regardé. Et il a vu notre petit sourire de savant fou, là, tout excité. Et il fait, ah ok, d'accord. Donc il allait tirer des choses intirables. Et Diamantino m'a regardé d'une manière un peu froide. Mais avec lui, j'ai envie de jouer le jeu, c'est lui aussi l'artiste, là. Il me dit ça, je le vois que très grand. Et je lui dis, allez, let's go. Putain. Et là, on a refait les murs de son atelier. On a fait des gros tirages, 2,40 m sur 90. Wow. 3 laits énormes. Et pendant 3 jours, j'étais chez lui, déchaînée, hystéro, trop contente, avec ses chats qui couraient partout. C'était vraiment une expérience client top. Il avait une copine qui faisait du tirage, qui, dès que le soleil sortait, passait par la porte de derrière, se foutait complètement à poil dans un champ de terre pour faire une photo autoportrait perso. Enfin, c'était un atelier comme on aime, comme on devrait avoir dans tous les arrondissements. Enfin bref, et ce qui était sympa, c'est qu'il y avait quelques photographes qui sont passés cet après-midi-là, et j'avais l'impression d'exposer chez Diamantino parce qu'on était tous à regarder le truc. Ah oui. Et ils m'ont dit alors, t'exposes où? Je sais pas, pour l'instant. C'est chouette et tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a Thomas Paquet qui est passé et qui fait un peu ce travail. Mais lui, c'est d'une autre manière. Mais sur le coup, je me suis dit, soit on va se détester, soit on va s'adorer. Mais ça s'est bien passé. Mais là, je vois ces images dans tout Paris, très très belles. Et je retrouve un peu ce travail-là. C'est un petit peu similaire, on va dire. Donc, soit il faut qu'on monte un collectif et qu'on s'entraide, soit il faut que j'expose quelque part aussi. Mais j'ai adoré cette magie. En fait, on parlait de magie et d'énergie. Le film en lui-même est une surface qui m'intrigue. Et en perso, plus que de faire des fleurs ou des gros plans, j'avoue que de travailler aussi la matière, ça m'intéressait. Vraiment en mode expérimental. Et je trouve ça un peu plus légitime en art, entre guillemets. J'ai beaucoup de mal à mettre des portraits, à les penser en photo d'art. Surtout parce que je suis proche de mes modèles, j'ai pas envie de les mettre dans un vernissage avec tout le monde au champagne qui regarde leur tête. Ça me mettrait mal à l'aise et je trouve que ce serait pas forcément... Même si certaines personnes seraient ravies de se voir affichées sur les murs, moi, c'est pas ça que je souhaite à mes modèles. Je préfère qu'ils aient une photo chez eux. En gros, les seuls stars en gros, que j'ai shootés, je sais qu'ils ont des polas de moi chez eux, sous verre. C'est des trucs, c'est vraiment très intime, quoi. Je leur donne et je ne les mets pas sur Instagram. Voilà.
Mais en art, entre guillemets, pour moi, l'art, c'est plus une réflexion à partager et de l'abstrait. Moi, je me sens plus légitime en abstrait. Enfin, j'adore. Donc, j'en ai un chez moi en ce moment. Mais alors, ces tirages-là, ils sont faits pour les très riches. Je fais appel parce qu'il faut qu'ils aient aussi l'argent pour encadrer ces œuvres. Donc, du 2,40 m sur, tu vois. En fait, je me suis mis dans un truc là que j'arrive pas à tenir. Bon. C'est énorme. Après, maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait... Ah ouais, encadré... Faut que tu fasses toi-même. Peut-être. Atelier... Mais ça, c'est un deuxième rang, l'encadrage. Ah là là, oui. Oui. Mais moi, je pense qu'ils étaient bien en diptyque, certains. Donc, on peut trouver des cadres un peu plus classiques. Mais maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, je pense que je vais surtout en sortir plein, plus petits. On va se calmer. Et puis, les grands, ça aura été un déclenchement une énergie de départ, mais... Une révélation. Voilà, aussi. oui. Et puis de voir si ça tient la longueur. Moi, je voulais voir si ça tenait... Après, chez Diamantino, c'est fantastique. Au départ, c'était l'expérience. Voilà. Et donc, j'en ai fait 3. Voilà. Mais grands. Et ils sont toujours chez Diamantino roulés, là. Parce que... il m'en a filé un parce qu'on l'a... Même en tube, ils prennent trop de place. Ouais. Mais en fait, je n'osais pas trop les déplacer. Et puis il m'a dit, si des gens sont intéressés pour les acheter, ils seront bien exposés ici plutôt que tu les déroules dans un endroit. Donc je lui ai dit, merci. Pas folle la guêpe. Ouais, je crois qu'il voulait mon nom sur un tube. Je déconne. Mais non, mais c'était une super expérience. Et tu veux que je te raconte un truc de fou? Bah oui, évidemment. Le jour où je vais faire mes prints chez Diamantino, je crois que c'était le jour 2, donc j'allais voir ce qu'il avait avancé, ce sur quoi il avait avancé. C'était à 18h et pour moi, il me fallait à peu près 1 heure de transport. Et à 16h40, j'entends un cambriolage qui a lieu chez ma voisine au moment où je suis prête à me préparer pour partir voir Diamantino. Et je me vexe, enfin, entre guillemets, comment dire? Tu vexes? Non, mais j'habite dans un immeuble qui est desservi que par un petit escalier de service parce que c'est des ateliers d'artistes, j'ai beaucoup de chance. Donc c'est un tout petit escalier. Et donc en gros, on n'est que 3 proprios, enfin locataires proprios. Et donc je sens que c'est au-dessus. Et c'est comme s'ils étaient chez moi aussi. Enfin, ce petit escalier, c'est vraiment... Ils ont cambriolé quelqu'un. Ta voisine était chez elle? Non, elle n'était pas chez elle. Et j'ai décidé de les arrêter. Donc... J'ai un chien magnifique, qui est super trouillard, mais à cette époque, je ne savais pas trop. Et je suis descendue dans la cour pour les cueillir les... Enfin, et c'est ce que j'ai fait. Enfin, je l'ai fait courte. Mais j'étais avec un autre voisin, on était 2, plus le chien, on a arrêté les 3 mecs. J'ai fait un truc de cinéma. T'as fait quoi? En fait, je me suis... Dans ces cas-là, je me... télétransporte dans l'imaginaire. Enfin, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu regardes un film, il se passe ça, qu'est-ce que tu fais? Quand je les ai vus arriver, déjà, j'étais déconfite parce qu'ils avaient 18 ans. Ils étaient pas... Je m'attendais à avoir des vieux méchants. J'ai vu des jeunes étudiants. Donc, j'étais complètement décomposée. Et je me suis mise à hurler comme une flic en civil, mais de manière tellement crédible qu'ils se sont mis à genoux direct. J'ai hurlé « Oh, sur la terre, on bouge plus !» Mais comme si j'avais les menottes dans la poche arrière et que j'allais les récupérer en même temps, tu vois. Mais vraiment fort, hein. Mon chien est mort de trouille. Le voisin que j'avais mis dans la confidence, qui attendait avec moi, qui avait 65 ans, il s'est retourné, il m'a regardé, il a cru que j'étais un flic et que je lui avais pas dit. Enfin, tu vois, c'était c'est tellement... Voilà. Et là, il s'est passé une sorte de débandade pas possible. 2 sont enfuis, on en a gardé un. Enfin, voilà, tout ça pour te dire ça. Et là, mon mec est arrivé et voilà, fin de l'histoire. Les flics arrivent en même temps. Et là, je leur dis... Je ne peux pas vous expliquer, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous très important, vous m'écrirez, vous m'appellerez. Et là, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Les arrêter, blablabla. Et quand je suis arrivée chez Diamantino, j'avais le palpitant à 8000 parce que, en fait, ma gardienne a eu juste le temps de me dire, elle est brésilienne, elle me disait, t'aurais fait ça à Rio, tu serais déjà morte, blablabla, t'as été folle, blablabla. Moi, j'avais fait ce que je pensais, voilà. Sans trop te poser de questions. Voilà. Et puis, en fait, c'est un endroit où j'ai une enfance. Ce serait pas pareil si j'étais seule, mais je me dis, si les gars... En fait, ils ont défoncé la porte avec des grands coups de pied, une porte en bois. Ça a fait un bruit pas possible. Donc, je me suis dit, si ça avait été ma porte avec ma gamine qui m'attend le temps que je fasse une course ou je sais pas quoi, l'enfer. Enfin, donc, j'ai voulu aussi leur faire une leçon qu'il fallait pas faire chier cet immeuble.
Et voilà. Et quand je suis arrivée chez Diamantino, j'étais dans un état pas possible. Et bien, au bout de 2 minutes, j'avais oublié la scène. C'est-à-dire que quand je suis partie au bout d'une heure et demie de... Faut que j'aille faire un tour chez Diamantino. Au bout d'une heure et demie on parlait de... En plus, il est très calme. C'était avec sa blouse blanche. On était dans la photo, on était dans la couleur. J'étais en méditation totale. Je suis partie de chez lui, j'ai mis ma veste. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait sûrement les flics encore chez moi, ma belle-mère, mon mec, ma fille, tout le bord. Enfin, et je me suis dit, putain, j'ai oublié. J'ai réussi à oublier. Mais quel bonheur, quoi. Ouais. Et ça m'avait fait bien rire. Si vous ne croyez pas, j'ai oublié. Autant ça aurait pu totalement gâcher ton moment chez Diamantino, mais non, ça s'est transformé Non. en une bulle Ouais. absolument incroyable et immédiate. Immédiate. Mais c'est ça la force de l'image, d'un métier qu'on aime ou de la contemplation. Enfin, d'ailleurs, un shoot en vrai, en backstage, avant que ça commence, tu as des caisses, tu défais des lumières, tu montes des pieds. C'est assez rigide, c'est assez froid. Il fait froid souvent, t'es tôt, t'es fatigué, machin. T'as tout le monde qui te pose 40 questions. Enfin, en tant que photographe, sur un gros set, de 8 à 9, tu te prends pas un croissant. Je prends un café. Ça, j'en ai besoin. Même, c'est une sorte de chaleur intérieure. Tu vois, c'est pas forcément. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de lait. Enfin, c'est juste une boisson chaude. Mais parfois, c'est comme un sportif, quoi. Parfois, je vois des. Après, je rêve un peu ma vie aussi, hein, parce que j'aime bien. Mais quand je vois un apnéiste eh bien, je retrouve un petit peu de ça. C'est-à-dire que doucement, je ferme la bulle. Les gens me parlent, mais ils sont de plus en plus loin. Et je sais que ce qui compte, là, c'est que je cours ou que je fasse mon truc. Que la robe jaune soit pas arrivée, que la robe rose, ben, c'est pas la fin du monde. Moi, j'essaie de... Et voilà. Parce qu'il y a toujours, en plus, dans une grosse équipe, un élément, entre guillemets, compliqué. Soit très bavard, soit qui parle très fort, soit quelqu'un qui sent mauvais. Enfin, il y a toujours un truc. Et si tu veux rester concentré, t'es obligé un petit peu de... C'est pour ça que c'est cool de se préparer longtemps en amont. Parce que le jour J, t'as pas le temps de papoter. Donc tu fais une forme d'auto-hypnose. Ouais, j'adore ça. Et en vrai, mes équipes, enfin les assistants que j'ai, c'est aussi des partenaires confidents à ce niveau-là, sans même qu'on en ait parlé ensemble trop. C'est un des seuls trucs que je leur demande, parce que la lumière, on l'a fait ensemble, en douceur, ils sont pros, on se comprend. Moi, je leur demande une petite faveur d'éloigner un peu les gens qui parlent trop près de moi et de me laisser un peu une bulle de respiration. Et sur les plus gros sets, c'est leur plus gros travail. J'ai envie de... Je peux parler... Je suis très bavarde. Je peux parler tant qu'ils veulent la veille, l'avant-veille, faire des WhatsApp jusqu'à 2h du mat', c'est pas grave. Mais au moment où j'ai l'appareil en main, qu'on me foute la paix un minimum. Et s'ils n'avaient pas fait leur DA comme il faut, c'est pas de ma faute. Et récemment, ben, je l'ai... Avis au DA. Ouais. Récemment, j'ai shooté sans assistant à Londres, là. Et la DA, elle est venue sur le set alors que j'étais avec une grosse comédienne, celle qui joue dans le nouveau Star Wars, Jennifer Jones. Attends, comment elle s'appelle? Tiffany Jones. Tiffany Jones. Magnifique jeune femme aux yeux bleus, anglaise, qui avait joué dans Une femme d'exception, qui a fait des chouettes trucs. Et j'avais juste un face-à-face avec elle, 1h20, pour faire 5 images. Donc, c'était pas le moment de traîner. Et surtout de la chouchouter, que ça se passe bien, etc. Et à un moment, la DA, elle est venue, elle a commencé à me demander une nouvelle idée à faire. Alors, au début, OK, mais elle est revenue pour continuer son idée comme un plan séquence, c'est-à-dire 10 photos pour faire une image, alors que j'étais en film et que j'avais compté le nombre de films et qu'ils étaient très près de leur sous au niveau des films. Et il y a un moment, je dis, ah mince, ça, je l'aurais fait au 135 si tu voulais une planche contact. Là, au film 120, ça change la donne. Mais j'avais pas le temps de lui expliquer gentiment. Donc, j'ai fait un entre-deux. Je fais quatre clichés qui se suivent, mais j'étais ultra contrariée au fond. Je ne l'ai pas montré tout ça. J'ai essayé, mais pour moi c'était elle m'a tuée. Elle m'a fait perdre le lien avec la fille. Je le sais. Après elle a dit bon c'est bientôt la dernière. Jamais presque personne m'a dit ça sur un set. It's almost done. J'étais vénère. Mais ça c'est que je suis arrivée la veille au soir. L'équipe j'avais pas. Il m'avait fait un mood que j'ai suivi, mais elle avait une idée en plus. Mais là c'est un peu too late.
Pour ça, c'est un peu comme... ça me fait penser à l'aviation. Je te dis, mon papa était pilote. Alors même s'il était dur, je suis une grosse fan de sa carrière. Et il y a un moment où il est devenu pilote privé. Et les gens lui commandaient des courses comme si c'était un taxi G7. Et il me disait, ils ne se rendent pas compte. Nous, on fait un plan de vol, on regarde la météo, on a du kérosène, on peut aller là, mais on ne peut pas... Et il s'énervait tout seul. Je le voyais dans la... entre guillemets, la bêtise des jeunes ils avaient compris qu'ils avaient le droit de se servir de l'avion, donc ils abusaient grave sur des distances ridicules ou des voyages à vide. Et je trouve que le Mamiya, c'est un peu un avion comme ça, où il y a un minimum de respect à avoir avec la machine, le nombre de films, et ça te protège aussi de trop... Ça veut pas dire que tu peux pas improviser, mais ça te protège de trop d'abus de tout le monde qui veut aussi sa photo, ceci, cela. Enfin, on reste un peu focus sur... Et c'est aussi les mauvaises habitudes prises avec le digital. Aussi. Mais ça c'est la jeune génération. Ouais. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est qu'il y a Enfin, quand je pose ce boîtier, et maintenant on est nombreux à shooter comme ça en mode, avec les Mamiya, les jeunes générations, ils sont comme des fous. On dirait que j'ai amené une locomotive dans le studio. Enfin, l'objet, ils photographient l'objet, ils le soupèsent, je leur mets le nez dedans, ils n'en peuvent plus. Enfin, et c'est chouette que la jeune génération ait conscience de... Enfin, ils sont fans. J'ai l'impression qu'ils sont fans, ils sont contents. Il date de quand, ce Mamiya? Je pense que c'est fin 60. Je dirais tout début des années 70. Et c'est une vieille mamie. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe. Hein. Ouais. Mais bon. Après, il y a des très beaux boîtiers digi, d'eau digital, machin. Mais... Récemment, j'ai enregistré une émission avec Federico Benincasa, qui a hérité de son papa de collectionneur de 2000 boîtiers très anciens. Et 200 d'entre eux sont exposés au studio Harcourt. Donc tu peux les découvrir, c'est gratuit. Et c'est un travail énorme. En fait, parce rien n'était documenté. Aucun de ces appareils était documenté. Donc c'était un travail énorme. Il a passé plus d'1 an à tout documenter, à trier, à référencer. Et voilà, je suis pas matos, mais là, c'était vraiment extrêmement passionnant. Oui. Mais en plus, ils sont pleins, ces appareils. Moi, je me souviens d'avoir vu l'appareil de Diane Arbus à l'expo sur elle, il y a quelques années. Il l'avait mis sous verre, son Rolex et tout. Et j'étais émue devant le boîtier, tu sais. Attends, la vache, c'est ça. Mais c'est pas rien, hein. Mais ouais. Mais la mécanique en elle-même, c'est quelque chose d'assez fabuleux, je trouve. Les objets mécaniques, Après, j'avais une arrière-grand-mère qui collectionnait les voitures, hein, tu vois, il y a des trucs... mais c'était un peu rebelle à l'époque de faire de la voiture à son âge. Elle, j'aimerais bien faire un truc sur elle un jour en photo, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais c'était un sacré... C'était une pote de Joséphine Baker. Ah oui. Ouais, c'était une sacrée nénette. Et en fait, je suis née le 15 janvier comme elle. Donc quand je suis née, tout le monde en panique. Au secours, mon Dieu, pourvu qu'elle ne ressemble pas à... D'accord. Et en fait, ça loupe un peu, quoi. Parce que je crois que j'ai un peu pris la voie. C'est là où je te parle d'énergie. Il y a des trucs un peu... Tu vois, il y a des trucs qu'on maîtrise pas. Hein. J'ai eu l'impression d'avoir des filles au berceau qui me disaient « Oh, pourvu qu'elle ne ressemble pas à... » Et la première question que j'ai eue, c'est « Mais c'est qui ?» Et en plus, je l'ai rencontrée parce qu'elle est morte très, très âgée. Et elle était championne de char à voile. Ouais. Elle avait eu son permis en 1926. C'est quand même... Je crois que c'est une des premières. Ouais. En 1926. Ouais. C'est la seule chose... Il va y avoir beaucoup de femmes qui conduisaient à ce moment-là. C'est la seule chose que j'ai héritée d'elle. C'est bien dommage parce que je crois qu'il y avait pas mal de trucs, mais elle avait tout claqué avant de mourir. Il n'y avait plus rien. Elle avait bien eu raison. Elle a eu bien raison. Mais j'ai hérité de son permis de conduire. Ah. Ouais. Et c'est ce que j'ai demandé en plus. Et donc c'est le permis avec plusieurs volets. Tu aurais pu avoir une voiture. Non, il n'y en avait plus à l'époque. C'était fini. Alors, je veux dire qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Et le permis, tu la vois en manteau de fourrure, trop classe. Ah, génial. Génial. Et ouais. Et je pense que ça, c'est un truc où je devrais faire quelque chose avec cette histoire. Parce qu'il y a pas mal de photos. On découvre de plus en plus de travaux photographiques sur la mémoire et sur la transmission. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Familiale. Ouais.
changer quelques trucs en tête. On en a reparlé encore récemment, et puis aussi énormément avec Odile, pardon, Christine Delory-Momberger. C'est très intéressant. Et les travaux, en plus, il y a des travaux de certaines époques, là, 60, 70, qui étaient. On voyait juste les 3 images qui étaient parues sur. Mais il y a des travaux personnels qu'on commence à découvrir de certaines signatures, là. Fantastiques, quoi. Moi, j'ai pas le temps d'aller assez voir d'expos, là, je trouve. Avec ma vie de maman, là. Mais ça reviendra, ça reviendra. Ouais, tu y vas avec ta fille. Ah, beaucoup, beaucoup, ouais. Roversi, elle m'a fait délirer. Elle faisait des dessins, des photos. Elle s'arrêtait dans chaque salle pour faire un dessin, des photos. Et à la fin, il y avait un livre d'or. Et elle m'a fait marrer. Parce que pour elle, c'est un photographe et je fais la même chose, sauf que ça n'a rien à voir quand même. Et j'ai fait un gros message dans le livre d'or. Je suis la fille de Emma Pic. Et je me suis dit, Bonnie, tu me fais. C'est tellement mignon. Et Roversi, ça, c'est un personnage que j'ai croisé 2 fois, mais j'aimerais tellement mettre les pieds dans son atelier, tellement discuter un jour avec lui. Et je me suis juré que je vais pas tarder à prendre un café dans sa rue et l'attendre comme une groupie. Parce que là, la vie passe trop vite et c'est un des rares vraiment qui me... En fait, j'ai vu un doc sur lui il y a pas très longtemps, enfin, une sorte de reportage, et que je trouvais très, très désappointant, où je trouvais qu'ils étaient restés sur la surface Même son expo, je trouve qu'elle n'était pas à la hauteur du personnage. Tu sais que je fais ça aussi. Hein. Récemment, enfin, non pas trop récemment, il y a quelques mois, j'ai fait un sitting à une terrasse, rue de Bretagne, devant le domicile de Riyad Sattouf. Directement qu'il sort de chez lui, il n'est pas sorti. Ah, Oui, il n'était pas chez lui. ouais. Mon mec avait fait ça avec Depardieu à l'époque, avant qu'il soit mal vu. Quand il a ouvert sa boucherie, il m'a dit s'il y en a un à qui je veux prévenir. Oui. On avait rigolé. C'était rue du Cherche-Midi, je crois. En tout cas, le message de ta fille sur le livre d'or, Ouais. c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, c'est un amour. Elle est... Ouais. Je crois qu'elle aime beaucoup s'exprimer en dessin, Bonnie. Et elle en fait plein, et je sens que c'est un jet qui vient de l'intérieur. Ça fait plaisir. Enfin, je sais que, en fait, ça me fait dire qu'elle a une porte ouverte sur un autre monde où elle peut se lâcher. Et c'est ça l'idée, en fait. C'est énorme. Ouais. Et pour moi, ça veut dire que ça va. On n'a pas trop mal joué les premières Il y a années. des gènes. Ouais, ouais. C'est drôle. Et ouais. Là, elle commence parfois à me... Ils comprennent tout, quoi. Et il y a des moments où, ça y est, elle commence à me filer des coups de main, quoi. C'est drôle. C'est chouette. Ouais. Enfin, voilà. Ouais, être jalouse, si un mec me parle gentiment, je vais le dire à papa. Mais... parce qu'il y a un poissonnier qui m'avait... Enfin, c'était trop drôle. Ah bah non, pas un poissonnier, quand même. Bah, justement, elle me dit... c'est pas parce qu'on n'achète que du poisson que... Elle me fait trop rire. Ah, mais elle est rigolote. Mais ça, le rire, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais même si on a essayé de rigoler tout le long, mais j'aimerais trop développer ça dans le futur. Des images avec un peu de second degré et un côté humour. Mais je trouve que c'est le plus dur à faire en photo. J'aimerais trop, sans qu'on rigole de personne. Alors là, deuxième. Oui, sans se moquer. Voilà. Le rire, c'est pas évident en photographie. Hein. Très dur, ouais. Moi, pour me faire rire, tu peux toujours y aller. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'il faut de la complicité pour faire une photo avec le modèle. Bon, je pense que c'est le regard aussi qui fait qu'on a le droit... Enfin, je vais réfléchir, je sais pas, il y a des trucs Il y a un truc à faire. Hein. Ouais. Il y a un truc à faire. Non, mais... ouais, un petit conseil aux jeunes photographes, assurez vos arrières avec la comptabilité. À chaque fois que vous croyez que vous êtes riche, faites attention parce que c'est un piège. Moi, j'ai un autre message. Ne faites jamais confiance à votre expert comptable. Mais exactement. Mais en fait, là, c'est parce que j'ai un problème avec l'ancienne que je vois un nouveau. Et donc, j'ai 3 ans à gérer, là. Bienvenue au club. Voilà. Mais bon, je me dis, ils vont pas me... C'est fini l'époque où on brûlait les femmes sur les places publiques. Donc, au pire, ils me feront un échéancier et puis je vais pas en mourir. Voilà. Voilà. Non, tu vas pas te tracasser pour ça. Voilà. Je crois qu'il y a des très gros photographes qui ont des très grosses dettes.
Hein, c'est un peu... Bon, on verra. C'est pas grave. Non. Merci beaucoup, Emma. Mais je vous en prie, merci à vous. Je suis obligé de couper. Mais bien sûr. Avec regret, parce que franchement, je continue bien la conversation. Non, et je reviendrai T'as avec des encore photos beaucoup comiques. d'histoires et d'anecdotes à nous raconter, j'en suis certain. J'espère que vous aurez aussi passé un beau moment, ceux qui sont dans leur chambre et dans leur cuisine. Je ne veux pas entendre parler de ceux qui sont dans leur salle de bain. Ah, mais tu sais, comme le format est long, en fait, Tokyo, les émissions de Tokyo s'écoutent. C'est un moment pour soi Ouais. aussi. Ouais. Comme tu le parlais aussi. Exactement. Ces moments dans une bulle, et là, c'est exactement pareil. En fait, nos auditeurs se mettent dans une bulle pour écouter Tokyo. Mais j'avoue que j'adore les podcasts. Hein. Moi, je m'en fais beaucoup. Ouais. Surtout les podcasts de Tokyo Radio. Surtout. C'est ce que tu me disais. Ouais. Mais il y en a. Enfin, c'est vrai que c'est pas les podcasts en général. Certains podcasts. J'en ai 2, 3 où j'ai. Par contre, si la voix me parle pas, je zappe au bout de 6 minutes. Très important. Ben, c'est un package. C'est un package, exactement. Bon, allez, je coupe. Ouais. Merci, Emma. Mais je t'en prie. À bientôt. Et bon courage à la boucherie pour les fêtes. Ah, mais là, à fond. À fond, à fond.